Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler manga et BD puisque je vais vous présenter mes découvertes dans cet univers-là du mois de février. En tout, il y a 10 nouvelles références que je vais vous présenter, principalement du manga, mais il y aura 2 BD. Et donc on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation de tout ça et on va commencer par le manga. Pour démarrer, j'ai découvert donc Désert Neuf de Deguchi Kei, qui nous conte l'histoire d'un jeune homme qui est chasseur de démons d'eau. Il vit dans un monde où la plupart de la planète est désertique et si on veut trouver de l'eau, il faut chasser ces démons pour pouvoir ramener des blocs de glace au sein de son village. Lors d'une de ses chasses envers un certain démon d'eau, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui va l'aider à chasser les démons et surtout il va découvrir un artefact qui le ramène auprès de son père disparu depuis pas mal de temps et qui s'est donc rendu dans un lieu soi-disant mythique, celui qu'on nomme le désert neuf qui aurait disparu, c'est le désert originel. On va donc suivre nos deux nouveaux compagnons, notre chasseur de démons et la jeune fille qui l'accompagne, à travers les différents autres déserts pour rejoindre et essayer de retrouver le désert neuf et retrouver donc son père disparu depuis très longtemps. La série dure 5 tomes si je ne me trompe pas, elle est assez rapide, les personnages sont plutôt attachants, bien que le monde soit désertique, les créatures d'eau sont plutôt très jolies je trouve. Et l'histoire de la magie et de la puissance est assez bien construite. Donc si vous aimez un petit peu ce mode aventure, magie et un peu monde apocalyptique on va dire, puisque le désert complet et la survie des hommes dépendant que de certains personnages, de certaines personnes ayant certaines capacités, est quand même bien développé. Le deuxième manga que je vais vous présenter s'appelle In the Land of Lakedale. Donc il est écrit par Tsukimi Dashio et Suzukaze Ryo. Alors là on est dans une toute autre histoire, vous allez suivre l'histoire d'une jeune fille sur son lit d'hôpital, elle finit donc, elle est convalescente d'une longue maladie jusqu'au moment où elle s'endort et elle se réveille dans le corps d'une autre. Après quelques temps, elle découvre qu'elle n'est pas dans le corps de n'importe qui, puisqu'elle est dans le corps d'un des personnages d'un jeu vidéo qu'elle a créé et qui l'accompagnait durant toute sa convalescence. Des siècles se sont passés par rapport au jeu vidéo en question et elle se retrouve donc plongée dans cet univers au sein d'un village auquel elle va donc aider grâce à ses différentes capacités et autres, découvrir ce qui s'est passé au sein du jeu vidéo depuis ces siècles qui ont soi-disant se sont envolés, donc elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, et reprendre cours au fur et à mesure des choses et de tout ce qu'elle a découvert et appris. L'avantage c'est que sur le jeu vidéo elle était au niveau maximum, elle avait augmenter toutes ses capacités en tant que métier et personnage au maximum, donc elle arrive avec une très grande puissance et de très grandes connaissances dans ce nouveau monde, dans son avatar. On va la suivre dans sa découverte donc de ce monde-là, de ce village, des différents PNJ ou protagonistes qui sont présents, qu'elle va aider grâce à ses capacités, au vu des demandes qu'ils font et autres, et jusqu'au moment où elle va devoir se rendre à une tour spécifique qui lui appartenait et découvrir donc que ses enfants la recherchent. Et elle va donc partir en quête de ses enfants qui sont tout expliqués comment ils sont arrivés et autres, mais en tout cas voilà. Et on va la suivre dans sa quête de connaissances, de recherche et d'apprentissage sur qu'est-ce qui s'est passé dans Lakedale et comment son personnage a évolué et qu'est-ce qu'on attend d'elle en fin de compte, pourquoi elle s'est réincarnée dans son avatar. Puisqu'on est un peu dans la réincarnation, le transport à travers un autre monde, je vais vous parler d'un manga que j'ai découvert dont le tome 1 et tome 2 sont sortis très récemment, qui s'appelle donc Failure Frey de Yoshisho, où là vous allez suivre toute une classe qui s'est vue transportée dans son monde par une déesse mystique pour qu'ils deviennent des héros et pour qu'ils chassent le mal dans le monde. Sur toute la classe, elle est jugée et on gagne un certain niveau et autres selon leurs propres capacités, leurs propres connaissances, etc. Dans cette classe en question, il y a un élève qui, hélas, a eu la pire note au monde et donc la déesse décide de le rejeter, de le mettre au rebut puisqu'il pourrait ralentir le reste de la classe et gêner la progression de la chasse aux démons au sein de ce monde-là. Dans la classe, une seule élève décide de prendre la défense de ce jeune homme et de décider qu'il fait partie de la classe et qu'il doit rester auprès d'eux. La déesse l'endort et décide donc de l'envoyer lui dans une zone où il n'a aucune chance de survivre.
Mais le jeune homme n'est pas décidé à mourir tout seul comme ça dans un coin. Une fois arrivé dans la zone, il découvre un petit peu les capacités qu'il a, il connaît un peu l'univers du jeu vidéo et comme la déesse s'est inspirée un peu de ce système-là, il arrive très vite à prendre acquisition de ses capacités. Il a 3 capacités spécifiques, donc une qui s'appelle paralysie, une qui s'appelle sommeil et la dernière poison. Il arrive à se développer et à se protéger au sein de cette zone-là. Bien sûr, plus il tue de créatures qui essayent de l'attaquer, plus il level up, et plus il level up, plus il gagne en capacité et en force. Il fait le choix après coup de se venger de cette déesse qui l'a mis au rebut ainsi que de tous ses camarades, et on va le suivre donc au fur et à mesure de ses aventures. L'histoire est plutôt sympathique, le héros en soi est très courageux parce que quand on connaît toute son histoire dans notre monde actuel, entre sa famille, ses amis, l'école, etc., il fallait avoir le courage de tenir le coup jusqu'ici. Mais en tout cas l'histoire pour le moment démarre plutôt bien, je la trouve assez intéressante. Il va faire la rencontre d'un personnage un petit peu d'une rebelle qui va l'aider à accomplir aussi ses quêtes, mais on va donc le voir devenir soi-disant le mal absolu au sein de ce monde-là, par quête de vengeance envers cette déesse qui a considéré qu'il n'avait aucune valeur et que sa vie ne valait rien. Donc si vous aimez un peu les mondes fantastiques et donc la montée en puissance d'un personnage mais de façon plutôt anti-héros, je vous conseille Failure Frame qui pour le moment est en 2 tomes. Toujours dans un univers un peu fantastique, un peu médiéval, on va aller sur un manga qui aussi est sorti tome 1, tome 2, qui est donc The Fortnight of Apocalypse de Suzuki Nakaba et qui est donc la suite directe des Seven Deadly Sins, où cette fois-ci on y découvre d'autres personnages et autres. On va suivre donc un jeune homme qui s'appelle Percival, qui vit donc sur une très haute montagne avec son grand-père qui l'a élevé et qui lui apprend à se battre et autres, et qui lui propose, puisqu'il vient d'avoir 16 ans, qu'il est temps pour lui de découvrir le monde qu'il y a en bas, dans le ciel, qui lui a conté 1001 légendes, etc. Le jeune homme qui va bientôt fêter ses 2 ans est très heureux là auprès de son grand-père sur sa montagne. Il vit simplement, il se prend pas la tête, mais un jour va arriver donc un chevalier de la table ronde de Arthur qui va être là donc pour détruire les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui doivent voir le jour selon la prophétie et donc détruire le mal à sa source avant qu'il grandisse et qu'il vienne à se développer sur le monde donc du roi Arthur. Ce chevalier-là va tuer son grand-père et laisser soi-disant Perceval mort. En plus de ça, ce chevalier n'est pas n'importe qui aux yeux de Perceval et on va le découvrir au fur et à mesure. Suite à ça, Perceval va décider de descendre de sa montagne et de découvrir le monde pour traquer l'homme qui a tué son grand-père et pour comprendre pourquoi il a fait ça alors qu'eux vivaient juste tranquillement ici et ne demandaient rien à personne. On va suivre donc ses aventures avec ces différentes rencontres de personnages, mais si vous aimez beaucoup l'univers de Seven Deadly Sins et je trouve qu'il y a une petite touche à la Dragon Ball, les anciens mangas, et ben je vous conseille vraiment cette nouvelle série de l'auteur. Elle est très sympathique, bien marrante, et on a des combats et des histoires tout aussi développées sur le légendaire arthurien, sur le côté biblique des 4 chevaliers de l'Apocalypse, etc., comme on avait à l'origine sur Seven Deadly Sins. On va continuer avec une série en 2 tomes. Alors là, je suis mitigée sur cette série-là, donc ça s'appelle La Lame de la Rébellion de Tsubaki Taro. Elle vous conte donc l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme. Un jeune homme qui souhaite se venger d'un système mis en place depuis longtemps, une espèce de mafia dictatoriale qui gère le pays, qui lui l'a mis en esclavage un certain temps, jusqu'au jour où il y a eu une petite rébellion dans le sens, sa sœur qui était tout pour lui est morte à ce moment-là, et lui il cherche par-dessus tout à détruire donc cette organisation-là, et surtout à se venger de la mort de sa sœur. Au cours de sa quête de vengeance, il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va lui expliquer l'intérêt des artefacts dans son combat et surtout qui va le lier de force à elle. Ce qui veut dire que si lui ou elle venait à mourir grâce à l'artefact de la jeune femme, ils mourraient tous les deux. Ils sont liés quoi qu'il arrive et lui hérite à un moment lors d'une attaque d'un katana artefact magique qui lui permet donc de pouvoir combattre le bateau fou, tout ce qui cherche à détruire, etc. Tout le long des 2 mangas, vous avez donc la mise en place, comme je vous raconte là, les différentes organisations, la mise en place des combats, des choses comme ça. Les combats sont très beaux, bien développés. Nos 2 protagonistes sont diamétralement opposés, mais arrivent à s'entraider et à se comprendre. Après, comme je vous l'ai dit, c'est une série en 2 tomes. Or, quand on arrive à la fin du 2e tome, eh ben, on est laissé sur une sans suite.
alors qu'on arrive à un moment très important de l'histoire, donc j'espère qu'un jour il y aura une suite à ce manga-là. Sinon, bah, vous restez un petit peu sur votre faim selon la fin, comment ça arrive, et c'est un peu dommage. Par contre, si vous aimez bien voilà, les idées de vengeance, combat, style un peu samouraï et artefacts magiques, La Lame de la Rébellion en 2 tomes se lit très rapidement et bien développé, le dessin est très sympathique. Après, voilà, ça vous laisse vraiment sur une fin sans suite, alors qu'il y aurait beaucoup à raconter derrière, puisque là, ce serait juste l'introduction de cette histoire-là. On passe à un manga complètement différent, on va parler cette fois-ci de vampires, puisque je vais vous parler de Shiga Hime de Sato Hirohisa. Donc c'est une série en 5 tomes, public averti, puisqu'il y a des scènes très violentes et puis il y a pas mal de nudité et d'idées de sexualité, donc je pense que voilà, il faut avoir pas à mettre entre les mains de n'importe qui. L'histoire principale c'est très simple, on va suivre un adolescent un peu rebelle qui est avec sa copine mais a tendance un peu à pas vraiment assumer, ce qui blesse un petit peu la jeune femme, jusqu'au jour où il va rencontrer un autre adolescent qui est fou amoureux de la vampire qui suit et qui essaye de faire tout son possible pour qu'elle le choisisse en tant que familier, sauf qu'au moment où il va ramener donc ce nouveau compagnon, cet adolescent-là, à sa maîtresse, elle va faire le choix de le tuer lui et de garder l'autre en tant que compagnon familier. Elle va donc le torturer, le vider de son sang et le transformer en vampire et le torturer à nouveau pour qu'il soit assez faible et pour qu'il vienne à la servir de son plein gré, malgré qu'il n'a pas vraiment eu le choix dans l'histoire. On va donc suivre la transformation de ce jeune homme qui n'a pas vraiment le choix, pourquoi il décide donc d'accepter de devenir le familier de cette vampire-là, et quelle va être sa mission à l'avenir et son devoir. Il va devoir combattre son humanité et son envie de ne surtout pas tuer d'autres personnes, et le besoin de le faire pour servir sa maîtresse. Donc on va suivre vraiment toute cette histoire autour de la relation entre ces deux personnages là, la relation du jeune homme avec sa famille et sa petite amie qu'il essaye donc de reconquérir quand il a des moments de lucidité où il redevient normal et il n'est plus vampire, et on va donc avoir tout ce relationnel là qui va se développer au fur et à mesure de l'histoire. Comme je vous ai dit, même si on reste sur une histoire de vampires et domination maître familier avec plusieurs vampires qui ont des zones et des familiers bien spécifiques selon les zones, on a ce développement du personnage principal, donc du jeune homme, qui est assez importante avec ce côté humain contre vampire qui se combat régulièrement en lui et qui lui fait faire des phases de transformation qui sont toujours assez difficiles à accepter. Pour les mangas, on va terminer sur un petit peu plus de légèreté puisque le premier s'appelle Mon coloc est une gameuse, où on va suivre donc 2 personnes, 2 jeunes adultes qui jouent à un même jeu vidéo, etc. Sauf que lui, sur le jeu, a décidé de construire un avatar femelle et elle, de son côté, a décidé de construire un avatar mâle. Jusqu'au jour où la jeune fille va rechercher un appartement et lui, pensant avoir affaire à un homme en face de lui, va lui dire bah écoute, si tu veux, moi j'ai une pièce dans ma maison en plus, on n'a qu'à vivre en colocation, rejoins-moi. Et la jeune fille dit oui, et au moment de leur rencontre, il constate que bah lui est un homme, elle est une femme, et que ça va être un peu plus compliqué que prévu, puisqu'un homme et une femme ensemble qui ne sont pas en couple, c'est plutôt étrange. On va voir donc le relationnel se construire autour d'eux et autour du jeu vidéo en même temps, puisqu'en plus ils n'ont même pas vraiment la même façon de jouer, elle est un peu bourrine sur les bords, etc. Lui préfère s'occuper de ses métiers, de ses plantes, visiter, s'occuper d'autres joueurs, etc. Et donc c'est très marrant de voir les différentes visions qu'ils ont ces 2 personnes-là ensemble. Elle, comment elle vit dans sa vraie vie par rapport au personnage qu'elle incarne dans le jeu, lui, comment il vit sa vie, et la colocation entre les deux, comment ça se passe simplement, etc. Alors, l'histoire est plutôt mignonne, sympathique, on voit qu'effectivement il y a toujours des préjugés et autres par rapport à hommes, femmes et jeux vidéo. Il y a des préjugés aussi entre la vie homme-femme, même si on est de simples colocataires ou de simples amis. Mais le manga est bien développé et vous passez un excellent moment. Pour les mangas, on terminera avec Lovely Friend Zone de Aoi Mamoru. Donc là on va suivre pareil 2 jeunes gens qui vont faire une rencontre grâce à leurs amis. Ils vont commencer à discuter ensemble et ça va plutôt bien se passer, mais elle qui est plutôt une jeune fille discrète et lui qui est la star du football, elle a déjà des atomes crochus et plutôt des...
elle trouve le jeune homme attirant déjà de base, mais elle va voir au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans l'histoire que pour eux c'est juste des amis, etc. Plus on va avancer dans leur discussion et autres, plus on va à chaque fois, elle va mettre les pieds dans le plat, pas pour essayer de le séduire, mais juste parce qu'elle découvre qu'il a une vision d'elle qui est complètement erronée et qu'elle essaye de changer, mais elle veut pas non plus se montrer trop expressif envers ses sentiments. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, on va faire la découverte de ces deux personnages-là, de ces deux jeunes gens qui ont donc leur propre histoire personnelle ainsi que l'histoire qui est en train de se développer. Est-ce qu'ils resteront de simples amis ou est-ce que ça sera plus? Ça, on va le découvrir au fur et à mesure des romans. Mais en tout cas, voilà, le groupe et la relation entre ces deux jeunes gens est touchante. Après, le début du manga m'a un peu chagrinée parce qu'il y a énormément de préjugés, de discrimination, je trouve, sur le début du manga, jusqu'au moment où on tombe sur plutôt les moments juste entre eux et pas quand ils sont en groupe. En fait, quand ils sont en groupe, ils sont tous insupportables, je trouve, mais quand ils sont juste tous les deux, c'est assez mignon, assez touchant. On voit que on fait un pas l'un vers l'autre sans vraiment vouloir, il y a toujours des choses qui gênent, etc. Mais voilà, la relation qui se développe, amitié, amour, est plutôt mignonne. Après, la relation de groupe me choque un tant soit peu. Après, ça se passe peut-être comme ça, hein. J'ai quitté le lycée depuis bien longtemps, mais en tout cas, si c'est le cas, je trouve notre monde bien triste, parce que vraiment, quand ils sont en groupe, ils ne sont que préjugés, critiques, méchanceté, je trouve. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de douceur, juste ils s'envoient des pics dans la gueule à longueur de journée tous ensemble, et c'est pas fait dans la douceur ou la gentillesse, quoi. Bref, petite histoire romantique sympathique, à vous de voir si ça vous tente ou pas. On va terminer donc par deux BD que j'ai découvert, que j'ai adoré pour les premiers tomes. Donc le premier s'appelle Le Roi Louve, donc de André Albert Lapierre aux éditions Dupuis, où là vous allez suivre donc un monde où humains et loups vivent dans une paix fragile, on va dire. Les humains sont des êtres ovipares, c'est les femmes qui dominent, elles pondent donc des œufs et ces œufs viennent à maturité et sont redonnés aux parents après. Elles gèrent donc toute la communauté mâle et quand celles-ci se comportent mal, elles ont tendance donc à les tuer et à les jeter dans une zone où ils deviennent des êtres sans âme, des espèces de zombies où ils ne peuvent survivre que dans cette zone-là. S'ils en sortent, ils meurent et disparaissent définitivement. Du côté des loups, donc ce sont des loups qui ont forme humaine avec donc des descriptifs comme de loups, des poils, une queue, des choses comme ça, ce genre-là. Quand on est jeune, on a tendance à changer de sexe toutes les lunes et à ses 18 ans, on dévore donc un œuf humain pour choisir définitivement son sexe. Donc vous l'aurez compris, les loups et les humains se sont fait la guerre, il y a une paix qui a été conclue, pour cela les humains sont obligés à chaque lune de sacrifier 2 œufs, un mâle, un femelle au clan des loups pour qu'eux puissent choisir définitivement leur sexe. D'un côté on va suivre donc une jeune louve qui doit devenir soi-disant à la prochaine lune un loup mâle pour pouvoir prendre la tête du royaume puisqu'il y a de ce côté... Puisque du côté des loups, ce sont les hommes qui dominent, mais elle refuse, elle veut rester femme, c'est dans ce corps-là qu'elle se sent le plus à l'aise, et elle va tout faire pour rester femme et pouvoir quand même devenir reine du royaume des loups. Du côté, les humains commencent à en avoir marre de sacrifier 2 de leurs enfants à chaque lune, et donc commencent à fomenter une rébellion contre les loups, pour pouvoir essayer de regagner leur indépendance. A savoir aussi que du côté des loups, avec la rébellion de la jeune princesse, on va dire en quelque sorte, il y a quelques autres chefs qui commencent à se dire qu'il serait temps de prendre la place du roi en question. Donc on va avoir tout ce côté-là. On va suivre donc le groupe de la jeune louve d'un humain qui fait partie des loups depuis très longtemps, puisque en fait l'œuf a éclos. De l'autre côté, il a été élevé par les loups comme un loup, sauf que c'est un humain de pure race, et donc un sans âme qui va les aider dans leur quête et dans leur mission. Ils vont tomber par hasard sur une carte et ils vont avoir envie de découvrir ce que cache ce trésor. Et donc on va les suivre dans leur quête avec un fond politique assez important sur
mise en place donc de complots et de guerres, donc c'est assez sympathique à voir, avec donc une prise au pouvoir et une position masculine ou féminine assez importante dans l'histoire, et le dessin est juste sublime. Donc si vous aimez un petit peu les dystopies étranges, je vous conseille Le Roi Loup. Et on terminera avec la BD L'Ogre Lion de Bessadi aux éditions Dracou, où là cette fois-ci vous allez suivre donc un lion qui est possédé et qui entend des voix dans sa tête, et à un certain moment, quand il entend trop la voix dans sa tête, il se suicide et se réincarne en la chose qui est en lui, qui est donc une espèce de dieu vengeur qui cherche à tuer donc tous les carnivores qu'il y a autour de lui. On ne sait pas trop comment il a été maudit ou pourquoi il a été maudit. En tout cas, à un moment où il décide de se suicider, un village d'herbivores et d'un culte spécifique est attaqué. Lui défend le village, et de tous ceux qui restent vivants, il y récupère un petit enfant qui décide de le suivre pour pouvoir retourner dans sa famille, puisqu'il a été enlevé par le culte à sa famille pour être emmené et éduqué comme un futur prêtre. On va suivre donc leurs aventures, sachant que le lion garde le petit auprès de lui parce qu'il a réussi à parler à l'entité qui le possède, et elle répond aux questions du petit qui lui retransfère les informations au lion, puisqu'à chaque transformation, il oublie tout ce qui s'est passé durant sa transformation. On va donc suivre ces deux personnages-là, sachant que pour être réincarné en ce dieu vengeur, il doit mourir à chaque fois, et donc par moment il va faire ce choix-là obstinément pour pouvoir se défendre et défendre ses compagnons. On va le suivre au fur et à mesure de son aventure et de son histoire, et dans sa quête, donc de comprendre ce qui lui est arrivé et de pourquoi il est maudit et quel est donc son but dans la vie à lui. Et le petit va décider de le suivre parce qu'il est très attaché à ce lion qui l'a protégé et il souhaite rejoindre sa famille et son village. J'ai beaucoup aimé le design, donc toute l'histoire est basée sur des personnages animaux mais avec des comportements humains, ce que j'ai beaucoup aimé. Et on y découvre vraiment plusieurs personnages. À l'origine on partait donc de 2 compagnons, puis à chaque fois qu'ils arrivent à un lieu spécifique, il y a vengeance qui se crée et un nouveau compagnon les accompagne. On a de tout, du lion, de la souris, une petite chèvre et une renarde, et vraiment tout se construit plutôt bien. J'ai hâte de découvrir la suite et de savoir ce qui va arriver à nos 4 compagnons, et de comprendre si ce lion qui a été maudit a vraiment fait quelque chose de mal ou si un malheur lui est arrivé. Bref, c'était L'Ogre Lion, donc de Bessadi aux éditions Dracou. On en a terminé avec mes découvertes du mois de février, et voilà, il y avait quelques petites choses, il y en a pour tous les goûts, même si on reste vraiment sur l'univers fantastique, mais ça c'est vraiment plus ce que j'aime. J'ai un petit peu plus de mal sur d'autres choses. On verra en mars, je pense qu'il y aura peut-être 2 vidéos de découverte parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, et j'aimerais vous présenter tout ça au fur et à mesure. Bref, si quelque chose vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez lu ou découvert ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.